Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec François-Xavier Coll qui est consultant en énergie pour le CEDRE. Le CEDRE, c'est une centrale de référencement, mais on en reparlera. Et ensemble, on va parler d'énergie, des contrats d'énergie, comment dans un contexte qui est très particulier aujourd'hui avec l'inflation et qui pose pas mal de problèmes aux établissements, comment on fait pour bien gérer nos contrats d'énergie. Alors, merci François-Xavier de participer à cet épisode. Peut-être dans un premier temps, je vous propose de vous présenter. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, merci de me recevoir. Donc François-Xavier Coll, je suis consultant énergie pour le CEDRE. Avant d'arriver au CEDRE, il y a 2 ans, j'ai travaillé chez Direct Énergie, donc un fournisseur d'énergie qui était absorbé depuis par Total Énergie, que tout le monde connaît. Et après 4-5 ans chez Direct Énergie, j'ai eu un parcours de directeur adjoint dans une petite association du sud de la France qui gère des établissements pour personnes âgées. Où je m'occupais principalement des fonctions support, donc RH, finance et évidemment tout ce qui est technique. Et en arrivant au CEDRE, on pourra reparler de ce qu'est le CEDRE. On m'a demandé de me concentrer principalement sur l'énergie qui est toujours une préoccupation pour beaucoup de nos adhérents. Parce que j'ai aussi la notion de bâtiment dans mon périmètre, mais l'énergie a focalisé l'attention depuis la fin de l'année 2021. Peut-être si vous voulez repréciser ce qu'est le CEDRE, Je pour veux bien. que voilà, vous voyez d'où je parle. Donc le CEDRE, c'est un groupement d'achat qui regroupe à peu près 12 000 adhérents, à la fois du monde médico-social, associatif, principalement, structure d'inspiration chrétienne, voilà, qui est notre cœur de réseau, mais aussi des entreprises ou même des campings, voilà. Donc on a des adhérents assez larges, sans famille d'achat, l'énergie en est une, mais il y en a plein d'autres. Globalement, tout ce qu'on peut trouver dans un EHPAD, à part la partie médicaments, on le retrouve au niveau du CEDRE, ce qui fait un peu plus d'un demi-milliard d'euros d'achats passés auprès de nos fournisseurs. Donc la différence par rapport à une centrale d'achat, c'est que le CEDRE, on négocie des conditions commerciales avec un certain nombre de fournisseurs et après chaque adhérent est libre d'acheter en direct auprès de ses fournisseurs. Voilà, on n'achète pas pour les adhérents, on négocie des conditions, des remises commerciales pour le compte des adhérents. Voilà pour le CEDRE. Ouais. Euh, C'est super intéressant parce que moi j'ai bien connu à l'époque et c'est vrai que c'est un dispositif qui est intéressant pour les petites associations qui en fait vont pas avoir un service achat et qui du coup ont moins de poids pour négocier tout type de contrat en fait. Et l'intérêt c'est de pouvoir rentrer, enfin pouvoir bénéficier de conditions d'achat avantageuses comme si on était un groupement ou un groupe ou une grande asso ou un voilà, alors qu'en fait on est tout petit et indépendant. Exactement. Donc moi, vous avez été adhérent et moi également, j'étais adhérent du CEDRE quand j'étais dans mon association médico-sociale auparavant. Et donc l'idée, c'est de vous faire gagner du temps, voilà, de négocier pour vous des conditions commerciales. Donc c'est une forme de service achat externalisé. Quand on est même des grosses structures, on n'a pas forcément le temps à consacrer à des familles d'achat qui ne sont pas forcément stratégiques. Pensez aux vérifications réglementaires, aux ascenseurs, etc. Donc vous faire gagner du temps, négocier pour vous, et puis vous faire bénéficier effectivement de conditions comme si vous étiez gros, grand. Donc c'est un peu le but du CED, que vous soyez petit, que vous ayez un établissement ou vous en ayez 20, l'idée c'est que vous bénéficiez des mêmes prix. Et puis il y a tout un volet accompagnement qu'on met en place avec des consultants en restauration, des consultants en nettoyage, des consultants en énergie, des consultants en bâtiment. Donc c'est aussi de vous faire bénéficier d'une expertise qu'on ne peut pas forcément avoir en interne parce que voilà, on est trop petit, on n'a pas besoin d'un consultant énergie à plein temps. Voilà, l'idée c'est de pouvoir avoir ça à disposition, un peu le coup de fil à un ami ou un accompagnement à plus long cours si besoin. Donc voilà, c'est un peu, on retrouve l'équivalent dans le secteur public
avec des centrales d'achat ou des groupements d'achat que vous connaissez bien comme Uniachat, l'UGAP. On est un peu l'équivalent dans le monde associatif, voilà, avec l'avantage d'une certaine souplesse par rapport à des achats publics. Donc nous, pour être bien clair par rapport à ceux qui nous écoutent, on ne fait pas d'achat public, on ne fait que des achats pour des en mode privé, en mode gré à gré. Voilà. Mais avec évidemment, pour des structures qui sont soumises, on va dire, pas indirectement au code des achats publics, on arrive à montrer qu'il y a eu une négociation, qu'il y a eu, voilà. Donc pour certaines associations qui sont principalement financées via des deniers publics qui doivent rendre des comptes, on a l'habitude de fournir des attestations pour bien justifier que il y a eu une mise en concurrence, et cetera, que l'achat se fait de manière optimale. Ok. Une question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce qui vous amène quand vous travaillez pour des sociétés autour de l'énergie à basculer, à arriver dans le secteur médico-social? Comment vous arrivez en EHPAD en fait? Alors, il n'y a aucun lien entre les deux. On va dire que c'était plutôt un attachement particulier à la structure en question qui a fait que un attachement particulier à la structure dans laquelle j'ai basculé, ma formation assez généraliste qui me permettait justement, qui répondait aux besoins de la structure. Et il y avait une particularité. Donc moi, j'ai une formation plutôt en fait travaux que énergie à la base. Et cette association avait des grosses phases de travaux à initier. Et donc a fait le choix de recruter un profil capable de piloter ces travaux-là. Voilà, donc on avait en gros le lifting des 40 à 50 ans sur 2 établissements principaux qui cumulaient 130 places en site occupé. Voilà, il y avait un enjeu pour l'association à bien les maîtriser. Et puis la volonté aussi de l'association d'avoir un profil un peu différent pour justement amener un peu de sang neuf. Voilà, donc j'y ai passé 4-5 ans. Euh, et mon passage au cèdre était assez naturel. Je me suis appuyé sur le cèdre dans le cadre de ces phases travaux que je ne connaissais pas avant. Et le passage au cèdre s'est fait quand on a goûté à l'accompagnement du cèdre. On a envie aussi de pouvoir le déployer auprès d'autres structures. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit que je suis arrivé au cèdre. Mais effectivement, il n'y a pas de lien entre fournisseur d'énergie et médico-social, ou alors assez ténu. C'est le bout de papier dont on va parler tout à l'heure, qui est le contrat d'énergie. Ah, bien sûr. Après, c'est intéressant parce que du coup, ça permet à la fois de maîtriser peut-être beaucoup mieux le quotidien et les problématiques des établissements, et puis de pouvoir voilà, avoir aussi l'expertise contrat d'énergie. Aujourd'hui, quel constat ou quel constat vous faites du contexte dans lequel on vit par rapport au contrat d'énergie? Alors, j'ai fait un constat qui est maintenant un lieu commun, puis on rentrera dans le détail sur justement des choses très pratiques. Euh, les 3 constats qu'on peut faire, qu'après on pourra développer. Un, le premier, c'est que on est dans un univers qui est très risqué. Vous l'avez vu avec ce qui s'est passé, on y reviendra. Le deuxième constat qu'on peut faire, c'est que c'est un univers extrêmement complexe. Et le troisième constat, qui est plus finalement une conclusion des deux, c'est que, en tout cas dans ce qui est contrat d'énergie, on peut même l'étendre derrière sur toutes les solutions énergétiques qu'on peut mettre en place autour du chauffage, de l'alimentation électrique, etc., c'est qu'il n'y a pas de solution simple ou de remède miracle. Donc, des gens qui vous expliquent qu'ils ont le meilleur contrat d'énergie et qu'avec eux, vous aurez vous aurez un prix imbattable, on recommande plutôt de fuir. Il n'y a pas aujourd'hui la crise qu'on a traversée a mis à tous les acteurs de l'énergie, on a une certaine dose d'humilité liée à la crise, et donc on ne proclame pas qu'on a le meilleur prix, qu'on est les meilleurs et qu'on est imbattable. On est dans un univers complexe, risqué, et donc aujourd'hui, l'énergie, c'est de la gestion de risque. Donc les gens qui vous disent je suis le meilleur, c'est comme un financier qui vous explique qu'avec lui, vous aurez des rendements absolument imbattables et qu'il va vous faire x3 ou x4 par rapport à votre mise. A priori, c'est très risqué et c'est plutôt dangereux et ça sent l'arnaque. Donc c'est un peu pareil dans l'énergie. C'est marrant parce que risqué, complexe et pas de remède miracle, ça me fait beaucoup penser à l'EHPAD. Mais du coup, c'est deux mondes qui se rencontrent et
pour lesquels des deux côtés, c'est compliqué. Alors, quand on dit risqué, risqué, c'est lié à quoi? Il y a le contexte, on va dire, géopolitique, mais parce que ça a Alors, surtout été causé suite à... Bon, il y a eu le Covid peut-être, mais après, surtout ce qui se passe en Russie et en Ukraine. effectivement, on va creuser ce sujet-là. Donc, en quoi le monde de l'énergie est devenu extrêmement risqué? Il faut rappeler, pour ceux qui nous écoutent, déjà le niveau de la crise qu'on a connue. On partait, que ce soit en gaz, en électricité, on peut faire la transposition est la même pour les deux énergies. Les prix ont été, au pire de la crise, multipliés par entre 10 et 15. Donc il y a quand même peu de secteurs, donc quand on dit risqué, c'est déjà risqué d'un point de vue prix. Il y a peu de secteurs où vous pouvez assister en quelques semaines ou en quelques mois à une multiplication par 10 à 15 du prix sur le marché. Prix sur le marché qui en fait, contrairement à d'autres, parce qu'on entend parfois parler que là, les cours de bourse s'envolent ou au contraire s'effondrent, on entend parfois parler d'une explosion du prix du cuivre, etc. Il y a peu de marchés dans lesquels on assiste à une multiplication par 10 ou par 15 du prix, et qu'en plus, ce prix-là se répercute extrêmement vite, peut se répercuter très facilement sur votre facture, sur votre budget. Donc c'est ce à quoi on a assisté, et donc c'est typiquement les cas qu'on voyait à la télévision avec le boulanger qui tout d'un coup voit sa facture multipliée par 10 ou par 15. On a eu des adhérents, on a eu ou des non-adhérents, EHPAD, ou que ce soit dans le monde du handicap ou le monde du social, qui ont eu leur facture multipliée par 10 ou par 15. Donc ça, c'est le premier constat, c'est que par rapport à d'autres univers, effectivement, il y a énormément de risques parce que sa facture peut être multipliée par 10 ou par 15. La deuxième chose, c'est effectivement qu'est-ce qui génère ces explosions? C'est multifactoriel et on voit bien qu'on le maîtrise pas ou peu et que ça peut venir de plein d'endroits à la fois. Donc, on a, alors évidemment, le cœur du sujet, ça a été les problématiques géopolitiques avec l'invasion de l'Ukraine, mais la crise, elle a commencé avant l'invasion de l'Ukraine. Elle a commencé fin 2021, avec déjà des multiplications par 2 ou par 3 euh, sur des problématiques offre-demande. Voilà. Aujourd'hui, dans le monde du gaz, et c'est vrai dans le monde de l'électricité, on est extrêmement tendu entre l'offre et la demande. Or, dans le monde de l'énergie, l'offre doit être, surtout dans le monde électrique, l'offre doit être égale à la demande en permanence. Donc le moindre événement qui fait qu'on est un peu tangent, ça peut vite faire déraper les prix. Donc fin 2021, on a déjà eu des x2, x3 dans l'électricité et dans le gaz, alors que l'invasion de l'Ukraine n'avait absolument pas commencé, et ça a été démultiplié par l'invasion de l'Ukraine. Donc il y a des éléments géopolitiques, une fragilité extrême parce qu'aujourd'hui, la consommation de gaz a explosé et la production n'a pas suivi. Donc, on est déficitaire en production de gaz. Donc, finalement, le moindre événement tend énormément le marché. On a eu récemment, alors, je vais dire, c'est plus dans le monde des initiés, on ne le voit pas forcément, mais du plus 20-30%, ce qui est déjà énorme dans n'importe quel marché, parce qu'il y a eu des menaces de grève sur des sites de production de gaz en Australie. Donc, c'est à l'autre bout du monde. L'Europe achète très peu de gaz australien. Mais par effet de ricochet, par effet de contagion, ça a suffi à créer une tension là-dessus. On a eu une crainte, enfin, on a eu un incident sur un gazoduc entre la Finlande et l'Estonie. Voilà, rien à voir avec la France, mais pareil, on a eu tout d'un coup plus 20 à 30%, juste parce qu'il y a eu ces incidents-là. Donc voilà, c'est des facteurs géopolitiques. Alors, je ne parle pas de la guerre des événements qu'il y a en ce moment en Israël et au niveau de la bande de Gaza. Aucun impact sur la production de gaz, mais crainte, voilà, au niveau du Moyen-Orient, comment vont réagir les pays, comment va réagir l'Iran. Pareil, 20-30% en quelques jours. Donc un marché extrêmement volatile. Voilà, si on parle de risque, le moindre événement géopolitique va avoir une incidence quasi immédiate sur le marché. On reviendra sur en quoi la volatilité du marché, donc le fait que les prix puissent faire les yo-yo, parce que ça baisse de 20-30%, puis ça monte de 30%, ça peut baisser de 20% derrière. En quoi ça impacte mon prix? On y reviendra sur le deuxième point. Facteur externe, facteur interne, en fait, parce qu'en même temps, conjonction de crise, en même temps que la crise en Ukraine, on a eu la problématique de la disponibilité nucléaire en France, qui a fait s'envoler les prix de l'électricité. Voilà, conjonction des deux. Donc ça, c'est purement interne, lié à la France. Si on fait de l'industrie
de comptoir, on va dire, pour ceux qui ont eu quelques cours d'économie, on a coutume de dire que un outil de production qui vieillit naturellement est moins performant. En France, on a des réacteurs nucléaires qui approchent tous des 40 ans. Si on prend la production nucléaire moyenne, tendanciellement, elle est en baisse, ou en tout cas, elle est moins fiable. Donc EDF est en train de mettre un coup de collier là pour que l'hiver 2023-2024 ne ressemble pas à celui qu'on a connu. Néanmoins, plus le parc sera vieillissant, plus on aura de risques de connaître ce genre d'événement, et en tout cas, plus il aura du mal à avoir les niveaux de production qu'on a connus. Donc aujourd'hui, les hivers sont de plus en plus tendus. Voilà, on passe toujours de manière plus ou moins ric-rac. Donc ça, c'est des facteurs internes. Et donc, il suffit qu'il y ait un risque, voilà, une crainte, un réacteur qui ne soit pas là pour que, de nouveau, les prix s'envolent. Et puis des facteurs réglementaires, on y reviendra aussi, avec une réglementation qui est très incertaine. On va parler d'AREN, accès régulé à l'électricité nucléaire historique, mais il y a plein de facteurs réglementaires qui font que, collectivement, on navigue dans un brouillard. Et l'incertitude en économie, ça génère, voilà, on met des primes de risque, du coup. On va parler de primes de risque, mais donc du coup, l'incertitude, ça se paye. Et dans l'énergie, ça se paye très cher actuellement. Voilà. Et puis après, à très court terme, on a quand on parle de risque, ça va être des vagues de froid, la météo, voilà, qui va venir. Donc c'est multifactoriel, mais tout ça va venir perturber les prix de l'énergie. Donc peut-être juste si vous avez maintenant faire le lien entre le prix, parce que là je parle de prix de marché, voilà, sur les marchés de gros, c'est-à-dire quel est le rapport avec moi. On va faire le lien avec votre contrat d'énergie et vous montrer à quel point ce lien par rapport à d'autres environnements, si on prend le marché du cuivre par exemple, le marché du cuivre il fait x2, ça ne vous impacte pas. Le marché du fer fait x2, aucun impact pour vous. À l'inverse, comment ça se passe sur le marché de l'électricité ou du gaz, surtout quand vous avez des gros contrats. Quand vous êtes un EHPAD ou une MEX ou un MAS, etc., une masse dans le handicap, en général, vous avez des grosses consommations de gaz ou d'électricité. Donc, avec souvent ce qu'on va appeler des compteurs, les anciens compteurs jaunes et verts. Aujourd'hui, on va parler de C2, C4. Sur des gros compteurs comme ça, quand vous appelez un courtier, quand vous appelez un fournisseur, n'importe qui, au jour où vous allez demander une offre, le fournisseur va regarder le prix sur le marché à l'instant où vous l'appelez, il va rajouter sa marge de fonctionnement, ses primes de risque, et il va vous faire une offre de fourniture. Donc si vous appelez, je caricature à peine, c'est la réalité pour bon nombre de nos adhérents et pour bon nombre de ceux qui nous écoutent, à mon avis. Si vous appelez le 20 octobre, par exemple, Total ou Engie ou EDF, que vous leur demandez une offre pour les 3 ans qui viennent, ils vont regarder le prix de l'énergie à cette date-là et ils vont ajouter leur marge et ça fera le prix de votre contrat. S'il s'avère que ce jour-là, et c'est exactement le cas qu'on a eu il y a quelques temps, c'est le lundi qui suit les événements à Gaza et en Israël. Le marché a pris 30% ou 20% quasiment en une journée. Vous appelez ce jour-là, et ben, vous allez avoir un prix 20 ou 30% plus cher que ce que vous auriez eu en appelant le vendredi précédent les événements à Gaza. Donc, un événement loin géopolitique peut avoir une incidence directe sur votre contrat d'énergie. Donc, si vous avez eu votre facture multipliée par 10 ou par 15 à la fin de l'année dernière, et votre collègue, lui, il n'a rien eu, en fait, c'est tout simplement lié à la nature des contrats. Votre collègue, il a signé un contrat en 2020, au moment de la crise Covid. Les prix étaient historiquement bas. On était à 15 euros en gaz du mégawattheure. On est monté jusqu'à 300 euros. Et il a signé un contrat à prix fixe pendant 4 ans. Pendant 4 ans, il va avoir le même prix fixe. Vous, pas de bol, votre contrat, il prenait fin le 31/12/2022. Crise en Ukraine, réacteur nucléaire pas disponible, voilà, grave crise géopolitique. Vous avez un contrat à, pour certains en gaz, 150, 180, 200 euros du mégawattheure. Votre collègue est à 15. Légitimement, on peut se dire, vous êtes nul, en négociation, votre collègue est hyper bon. Non, vous étiez au mauvais endroit au mauvais moment. Donc, beaucoup des gens
ou de gens qui nous écoutent, s'ils ont des contrats très chers alors que leur collègue a bien mieux, en fait, ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Ils ont signé à un moment où les prix étaient très élevés et ils les prennent dans leur compte. Voilà, donc c'est en ça, le risque, c'est la différence entre celui qui est à 15 et celui qui est à 200. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui est à 15 et pourquoi il y en a un qui est à 200 € du mégawattheure? Et c'est ça qu'on va dire, nous, quand on fait on reviendra après sur comment est-ce que nous on travaille, on dit qu'on fait de la gestion de risque, parce que le risque, c'est de se retrouver à 200. Voilà un peu sur l'univers, on va dire, de risque qu'on peut Ouais. avoir. Non, c'est très clair, hein. Mais parce que je me dis, ok, c'est une question de marché, donc il y a une part de chance assez importante. Après, une question toute simple, si jamais j'ai signé il y a un an parce que le contrat se terminait, et je pense qu'il y a beaucoup d'établissements qui sont dans cette difficulté-là, de contrats qui se sont terminés autour de 2022, ou voilà, et qui se retrouvent sans contrat ou doivent re-signer leur contrat à un moment où c'est plus tout à fait avantageux et qui en gros vont se retrouver avec des conditions hallucinante. Et du coup, est-ce qu'il y a une marge de manœuvre possible? Ou est-ce que juste on est pieds et poings liés, c'est lié au marché et on peut rien faire? Et sinon, c'est un peu comme avec les prêts bancaires. Est-ce que si on a signé, je sais pas, fin 2021 sur un pic et qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on est plus bas, est-ce qu'il y a la possibilité de renégocier? Alors, deux éléments de réponse. Déjà, sur la deuxième partie, est-ce qu'il y a moyen de renégocier? Il faut bien avoir conscience que dans l'énergie, toute rupture anticipée se paye extrêmement cher et il n'y a aucune marge de manœuvre économique en termes de rupture anticipée. C'est-à-dire que les pénalités sont calculées de manière à ce qu'il n'y ait aucun intérêt à le faire. Donc, pour faire simple, en général, c'est entre 50 et 75% de sa consommation prévisionnelle au prix du contrat. C'est-à-dire que vous allez payer en avance, si jamais il vous restait encore un an, vous allez payer 75% d'une consommation que vous n'avez pas réalisée encore. Et derrière, pour rompre votre contrat de manière anticipée, et derrière, il va falloir négocier un nouveau contrat pour l'année en cours au prix du marché. Donc, il y a, dans tous les cas qu'on a pu Ouais, ça voir, vaut. je n'ai jamais trouvé, et Dieu sait qu'on en a vu avec la crise, aucune clause de rupture anticipée où il y a un espace économique, un intérêt économique de le faire. Donc, quand vous signez dans l'énergie, c'est définitif, vous ne pouvez pas revenir en arrière, et les fournisseurs sont assez intraitables là-dessus, sauf en cas vraiment d'abus manifeste par un commercial indélicat, ou du coup, voilà, il y a quelques marges absolument abusives, mais il faut avoir conscience, je reviens sur la signature, et c'est aussi pour ça que quand vous signez, certains qui ont signé ont dû avoir des durées de validité d'offres hyper courtes, avec seulement Hmm. 24 heures pour se décider, ou une après-midi, voilà, très très court. C'est qu'en fait, le fournisseur, il regarde le prix sur le marché, il vous fait son offre, et au moment où vous lui dites oui, il achète l'énergie sur le marché. Donc il l'achète à ce prix-là. Donc quand l'énergie a baissé, a été divisée par 3, peut-être. Mais il n'empêche que lui, il a acheté à 200 € du gaz pour vous à ce moment-là. Donc le gaz, il a été acheté. D'où le fait qu'il n'y ait pas de rupture possible comme pour un prêt bancaire. Par contre, ce que vous disiez est tout à fait juste. Le parallèle avec la banque et où la finance est très pertinent. Il faut sortir de son schéma de fourniture. Quand j'achète de l'énergie, je n'achète pas des protections, une table, une chaise. En fait, c'est devenu financier. Et donc, ça revient sur la complexité qui est une complexité financière. Donc, il faut se mettre dans un logiciel, non pas d'achat d'une table, d'une chaise, d'un ordinateur, mais de produits financiers. Qu'il faut réagir, enfin, il faut penser de la même manière qu'on pense placement financier, que ce soit à titre personnel ou dans le cadre de votre structure, quand vous avez la trésorerie à placer, vous raisonnez en gestion de risque, en opportunité et en sécurité. Voilà, opportunité, sécurité, on est dans la gestion de risque et on est dans un niveau de complexité qui n'a rien à voir avec l'achat d'une table ou d'une chaise qu'on peut palper, qu'on peut voir, qu'on peut évaluer en termes de solidité. Et donc, revenir sur comment est-ce que je dois acheter, c'est un mauvais parti de se dire que que je vais arriver à avoir un bon prix en négociant fermement avec le fournisseur. Pour faire simple, le prix de l'énergie,
c'est 90% sur le marché. La molécule, si on veut faire simple, la molécule de gaz ou l'électron, votre prix qui est négociable, 90% c'est l'achat sur le marché et 10% c'est la marge du fournisseur. Donc à un instant T, voilà, vous essayez de trouver vous êtes très bon en négociation, vous allez voir EDF, Engie, Total, vous êtes très gros, vous avez un pouvoir, vous connaissez du monde chez eux, vous allez réduire leur marge commerciale. Voilà, en fait, vous allez jouer sur 10% du prix. Et encore, si on prend les primes de risque, etc. Donc, peut-être que vous allez grappiller, vous allez faire 30% par rapport à quelqu'un d'autre, mais c'est 30% de 10%. Donc, c'est 3% sur votre facture finale. Donc c'est un Voilà, détail. vous serez peut-être très bon à ce niveau-là, mais c'est un détail. Votre voisin, qui lui est très mauvais, il ne sait pas du tout faire, il va prendre le premier contrat venu, mais coup de bol, il est tombé à un moment où le prix était bas. Et bien, il aura un meilleur prix que vous, parce qu'il a acheté au bon moment, alors qu'il a moins bien négocié. Voilà. L'enjeu, c'est pas dans l'énergie, chose à retenir, l'enjeu n'est pas auprès de qui j'achète, en tout cas pas complètement, mais quand je l'achète. Voilà, c'est là. Quand je l'achète, et on va y revenir après, c'est et comment je l'achète. Donc, les marges de manœuvre, elles ne sont pas sur la négociation avec le fournisseur, elles sont sur à quel moment j'achète l'énergie. Et c'est là où on bascule sur la notion de complexité, sur comment j'achète. Voilà, quand j'achète, évidemment, je dois acheter quand l'énergie est le plus bas. Mais, vous allez me dire, quand faut-il acheter son énergie? Quand est-ce que c'est le plus bas? À quel moment c'est opportun de le faire? Et c'est là où on bascule. Oui. Ouais, et c'est super compliqué parce qu'en même temps, on pourrait se dire j'attends un peu, j'attends le bon moment, je regarde les courbes, je spécule un petit peu. Sauf que mon problème, c'est que si mon contrat vient de s'arrêter, et combien de temps je peux vivre sans contrat d'énergie? Alors, vous ne pouvez pas vivre sans contrat d'énergie, puisque, en théorie, à partir du moment où vous êtes sans fournisseur, donc imaginons qu'au 31 décembre 2022, mon contrat s'arrête, je n'ai pas pris de nouveau contrat. Au 1er janvier 2023, je me retrouve sans fournisseur. Enedis ou GRDF, en tout cas les gestionnaires de réseau, vont m'appeler assez rapidement après en me disant Monsieur le directeur, vous êtes sans fournisseur, en principe, je dois venir vous couper. Donc, évidemment que quand derrière, on a du handicap, de la personne âgée, des enfants, ils préviennent. Pour certains particuliers, ils viennent, ils coupent. Dans le cas d'espèce, ils vont appeler, prévenir en disant normalement, on doit venir couper. Et ils vont menacer potentiellement de passer à telle date pour couper. Donc, pour éviter la coupure, il faut prendre un fournisseur. Ou alors, si on est récalcitrant et qu'on ne prend pas de fournisseur, on va être ce qu'on appelle facturé aux pertes. Et évidemment, la facturation des pertes, elle est pensée de telle manière à ce qu'elle soit dissuasive par rapport à avoir un fournisseur. Donc, dans tous les cas, vous allez être perdant. Après, si vous voulez aller au litige avec Enedis GRDF, qui sont quand même des grosses machines, voilà, et puis vous avez peu de chances de gagner face à si jamais le litige s'envenime, puisque évidemment, Enedis et GRDF sont dans leur droit de vous facturer aux Et pertes voilà. et les prix sont encadrés. Donc, on ne peut pas Bah, je jouer à comprends ça. que le quand il n'y a pas trop de solutions, limite là, il y a une part de chance en fait, hein, par rapport au délai dans lequel on a souscrit un contrat qui arrive à échéance, et puis est-ce que du coup il arrive à échéance dans une bonne personne? Je suis intrigué par la question de comment j'achète. Alors, en fait, c'est la bonne question à se poser. Il y a plusieurs manières d'acheter de l'énergie. Il y a la manière, en fait, qu'on connaît, que tout le monde a connue, ou que tout le monde connaît, qui existe encore. C'est individuellement. Vous appelez un fournisseur, vous lui demandez un contrat d'énergie et vous signez avec lui. Ça, c'est, voilà, je me débrouille tout seul pour acheter mon contrat ou négocier mon contrat. Et donc là, j'ai intérêt à appeler au bon moment pour avoir un prix, pour avoir le meilleur prix. Une autre manière d'acheter, et c'est plus celle que je recommanderais, que vous soyez public ou privé, c'est de déléguer cet achat-là, soit à des centrales d'achat, soit à des groupements d'achat. Donc dans le public, vous avez l'UGAP, Uniachat. Dans le privé, vous avez donc le CEDRE, et puis il y en a d'autres qui existent. Donc l'idée, c'est devenu tellement complexe et tellement risqué que je délègue à un groupement cet achat-là. Et pourquoi déléguer? C'est que la volumétrie qu'on va avoir va nous permettre d'arriver sur des contrats plus complexes, mais aussi plus sécurisants. Et via les volumes, on va y venir, de mieux répartir les risques. On va donc l'achat seul, c'est
j'appelle un jour J, on me propose en général un prix fixe sur une certaine durée, et donc on va venir sur la gestion de risque. C'est comme si en bourse, je vous confiais 10 000 euros, mais en vous disant, si vous êtes tout seul, vous ne pouvez acheter l'action que d'une seule entreprise à un instant T, et après, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, je vous donne 10 000 euros, et, et du coup, vous achetez du Air France, au hasard, le 20 octobre, et après, vous ne pouvez plus rien faire. Ça revient à ça. Versus avoir des choses un peu plus évoluées pour justement répartir les risques. Donc, c'est de ça dont on va parler, que ce soit Uniachat, UGAP ou le CEDRE. On a des contrats qui permettent de répartir le risque. On va y venir sur comment ça fonctionne. Ouais, donc vous avez l'achat individuel, soit en direct via le fournisseur, soit via un courtier, qui en fait va se charger pour vous d'appeler les différents fournisseurs, soit de rejoindre un groupement. Et dans les groupements d'achat, dans les centrales d'achat, idéalement, il faut viser des gens qui vous proposent des contrats sécurisés. On y reviendra sur ce que c'est qu'un contrat sécurisé. Je fais juste une aparté sur les courtiers qui peuvent avoir des pratiques commerciales assez agressives pour certains. Il y a vraiment de tout dans les courtiers. C'est un milieu qui est en train de se consolider. Faites attention, regardez le courtier avec lequel vous partez, sa notoriété. Je peux en donner voilà, quelques-uns qui ont privilégié plutôt des courtiers qui sont reconnus, qui sont là depuis longtemps. Opéra, mon courtier en énergie, voilà, des gens qui ont pignon sur rue depuis longtemps, qui sont assez gros, par rapport à des courtiers un peu plus confidentiels, et parfois on a vu des choses assez dramatiques pour certains. Deuxième mention, les courtiers ne peuvent jamais travailler avec EDF. Voilà, c'est une politique commerciale d'EDF qui est voulue, puisque le EDF refuse de travailler avec les courtiers. Et donc, si vous voulez avoir une offre d'EDF, il faut que vous la demandiez vous en direct. Un courtier ne pourra jamais vous proposer du EDF. Ça tient au mode de rémunération d'un courtier. Un courtier est rémunéré, c'est bon à savoir. Son travail ne vous est pas facturé, néanmoins, il n'est pas gratuit. En fait, le courtier négocie avec le fournisseur la marge qu'il va toucher sur chaque contrat. Donc, un courtier a intérêt, il y a un peu un biais, à vous proposer le fournisseur qui lui offre la marge la plus conséquente, et a intérêt à vous proposer un contrat sur la durée la plus longue possible, puisque plus le contrat est long, plus il va toucher de rémunération. Voilà, donc il y a un peu un biais parfois chez les courtiers. Certains ont quand même l'honnêteté, voilà, le sens du service client, et donc de vous conseiller, notamment quand il est mieux d'avoir un contrat court. Ce qui est le cas en tant que courtier ou l'achat individuel. Après, si on revient sur les groupements d'achat, comment est-ce que nous on fonctionne? On parlait de risque et de complexité. Donc, comment est-ce que, en rejoignant un groupement d'achat, que ce soit l'UGAP, Uniachat ou CEDRE, comment on va pouvoir justement réduire les risques et avoir un contrat plus intéressant? Le principe, c'est ce qu'on va appeler de l'achat lissé pour lisser les risques. On vous l'a dit, quand vous achetez seul, vous mettez tous vos œufs dans le même panier, vous achetez à un instant T toute votre énergie. Quand on est gros, les fournisseurs nous proposent de l'achat lissé ou à clic. Donc, en fait, au moment de l'appel d'offres, on ne va négocier avec eux que leur marge. Voilà, donc on va dire EDF, Total, Engie, on va venir négocier leur marge. Combien vous voulez pour gérer, pour prendre mes 50 gigawattheures, mes 3000 adhérents qui participent à cette vague d'achat-là. Donc on négocie ça, on retient le meilleur sur cette base-là, avec tout un tas d'autres critères, il n'y a pas que le prix. Et ensuite, le fournisseur va nous proposer, voilà, vous avez 50 gigawattheures, je vous offre 10, 12, 15, 20 clics pour acheter votre énergie. Donc, une fois qu'on a signé avec lui, en fait, on met en place une stratégie d'achat. Donc, on va venir acheter par petits bouts l'énergie avant la date d'entrée en vigueur du contrat ou de l'année. Donc, par exemple, actuellement, au CEDRE, on vient de finir d'acheter l'énergie pour 2024. Donc, tous les adhérents qui étaient dans ce type de contrat-là avec nous, tout au long de l'année 2022 et 2023, on a acheté par petits bouts du gaz et de l'électricité.
et la moyenne des prix auxquels on l'a acheté fait le prix 2024. Donc, au lieu de mettre ses œufs dans le même panier et de tout acheter au même moment, ça s'est fait par petits bouts. Et donc, voilà, on est assez clair là-dessus, et toutes les grandes centrales d'achat tiennent le même discours. On n'aura pas le meilleur prix. Voilà, le meilleur prix, il est très facile à avoir ex post. Il suffit de regarder la courbe et de voir à quel moment c'était le plus bas. C'est très facile de savoir à quel moment il fallait acheter. Mais quand on ne connaît pas la courbe, quand on ne connaît pas les événements, forcément, c'est beaucoup plus difficile. Donc l'idée, c'est d'acheter régulièrement avec une stratégie d'achat, d'être accompagné par des experts en la matière. Et à la fin, voilà, le prix pour nos adhérents, c'est la moyenne des prix qu'on a pu avoir. Donc, en général, côté CED, on signe des contrats pour 3 ans et l'adhérent a un prix par an. Voilà, donc là, on a fini d'acheter 2024 et on est en train d'acheter 2025. On a déjà acheté 30%, donc on a 30% du prix qui est figé, et il y a 70% qu'on va encore acheter dans les mois qui viennent. Donc on essaye, évidemment, on suit nous. C'est là où on parle aussi d'achat, quand on est via des groupements d'achat, services achats externalisés. Vous, c'est pas votre métier de suivre au quotidien les courbes. Nous, ça l'est. Et les consultants qui nous accompagnent aussi, parce qu'on est assez modeste et donc on s'entoure pour faire ça. On les suit quotidiennement. Voilà. Et donc on essaye d'attraper justement ces fameuses opportunités. Quand le marché perd 20% ou 30% suite à une bonne nouvelle, ben voilà, on en achète un petit peu, parce qu'on ne sait jamais. Ça peut être continuer à baisser, mais ça peut être aussi monter. Voilà. Donc, et on déploie comme ça une stratégie, donc c'est bien encadré. On a tous des règles de gouvernance qui vont encadrer ça. On a des zones dans lesquelles on n'a pas le droit d'aller, on n'a pas le droit de jouer avec. Ça reste votre budget, donc il y a des choses des interdictions. Donc ça, on le présente au moment de la signature de l'engagement. Pareil pour le GAP, ou l'UNIACHA, il présente les éléments de stratégie d'achat. Nos cahiers des charges sont transparents. Voilà, donc, complexe mais transparent. Donc voilà, c'est un peu voilà, l'avantage de rejoindre un groupement, c'est qu'on va sur ces contrats où on peut vraiment avoir une stratégie d'achat, une stratégie de gestion de risque. Un peu comme de la même manière que quand on investit, voilà, on essaye de trouver un fonds, un produit qui correspond à son profil de risque. Ben voilà. Ben nous, on a créé une stratégie d'achat qui correspond au profil de risque de nos adhérents. Et nos adhérents, ils n'aiment pas le risque. C'est des écoles, des EHPAD, des centres sociaux. Voilà. Donc, souvent, eux, l'énergie, c'est une charge. Donc, leur but, c'est de la gérer au mieux. Voilà un peu comment on peut Ok. fonctionner. Non, mais c'est très intéressant. C'est vrai que pour moi, en fait, on achète l'énergie un peu, bah, c'est un achat, quoi. C'est un flux un peu. Enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a une notion vraiment de financiarisation qui est vraiment étonnante. Mais bon. Et c'est vrai que du coup, ça amène un risque énorme. Et c'est vrai qu'autant on peut se dire, ben, c'est bien, enfin, ça paraît vraiment risqué de tenter sa chance à se dire, bah allez, j'attends et puis on verra bien si c'est un bon jour ou pas. Et puis en même temps, un directeur, il va pas avoir la capacité, le temps, la ressource, l'énergie et même la confiance pour aller suivre un taux comme ça et un marché du gaz, quoi. C'est pas On sérieux, peut quoi. on peut le déplorer et voilà. Moi, côté Cèdre, on a absolument, c'est ce qu'on dénonce, voilà, dans le cadre des groupements dont on fait partie au niveau des ministères. On dénonce cette complexité qui en fait, et surtout, plus la crise est arrivée, on va revenir sur comment on en est arrivé à ce niveau-là. Euh, Plus la crise est arrivée, plus on a rapproché en fait les adhérents, les clients de ces risques-là et ce marché. Donc on vient d'un monde où, vous allez dire, avant c'était pas comme ça. Oui, mais avant, en fait, on avait des grandes tendances qui duraient 3, 4, 5, 6 mois. Donc on avait le temps de voir venir. L'énergie en fait était entre guillemets pas chère par rapport à ce qu'elle est Ouais. aujourd'hui. Donc bon voilà, c'était une charge, mais l'enjeu, finalement, il n'était pas si énorme que ça. Le marché n'était pas très mature pour comprendre ces niveaux-là. Il y avait peu de variations de prix. Voilà, donc en fait, ou assez légères, donc que vous souscriviez en janvier ou en mars, ou voilà, où globalement, il y avait quelques euros d'écart, mais pas sur des choses Ouais, pas significatives pour qu'on significatif. se penche dessus. Donc c'était pas un sujet pour beaucoup. Donc acheter seul, c'était pas un sujet. Dans un marché qui fait le yo-yo, on n'est plus du tout sur les mêmes termes. Et avec les fournisseurs qui ont reporté de plus en plus le risque sur le client ou l'adhérent, le paradigme a complètement changé
Voilà, donc on peut déplorer cette complexité et on est les premiers à le faire, à la déplorer, mais elle existe, elle est là, et donc il faut en tenir compte. Si l'énergie n'est Prendre pas un un sujet pour avec. vous, que c'est pas une charge, bah, à la rigueur, quelque chose. Enfin voilà, quand vous achetez 3 chaises une fois tous les 10 ans, que vous la payez 100 € ou 50 €, c'est pas un sujet. C'est pas une grande. Si l'élec ou le gaz, pour vous, c'est pas un sujet dans votre budget, bon bah, je vais dire, faites comme avant. Si c'est un vrai, si le fait que le budget fasse x2 ou x3, ça vous met en difficulté, regardez-le. On ne conseille pas de jouer. Voilà, vous allez peut-être gagner une fois, mais potentiellement pas deux. Voilà, ceux qui ont voulu y aller tout seuls fin d'année 22 et qui ont dit non, non, mais moi je signe pour 3 ans à ce moment-là, aujourd'hui ils pleurent parce que les prix étaient hyper élevés, ils ont signé au plus haut, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Voilà, donc et ils ont été parfois séduits par bah oui, mais je vais lisser les prix pendant 3 ans. Enfin voilà, il y a plein, on peut toujours trouver une justification à signer maintenant. Mais in fine, c'est hyper risqué en termes par rapport à vos engagements budgétaires. Voilà, on est conscient que les manières d'acheter plus structurées peuvent donner un peu moins de visibilité budgétaire. Et voilà. Quel est le prix de la visibilité budgétaire? C'est la question aussi qu'il faut se poser par rapport à des prix fixes 3 ans versus des prix tels que nous on le propose. Il y a un sujet aussi sur lequel je voulais revenir. On a beaucoup entendu parler, alors plutôt pour les particuliers, mais en principe, enfin, ça devrait aussi concerner, et ça doit concerner aussi les EHPAD, c'est la question des boucliers et des amortisseurs. Alors, Est-ce que vous... effectivement, il y a eu fin d'année 2022 et début 2023, tout le monde, en tout cas ceux qui ont eu des prix élevés l'ont suivi. Il y a eu un millefeuille d'aide qui a été mis en place. Pour n'en citer que quelques-unes, on a le bouclier tarifaire habitat collectif, on a l'amortisseur électricité, on a l'aide au paiement des factures, on a le bouclier tarifaire. Voilà, donc, et il y en a encore 2-3 que je n'ai pas cités. Donc, principalement, voilà, donc on a toutes ces aides-là qui ont été mises en place, un peu en mode millefeuille parce que l'État n'avait plus forcément beaucoup d'argent, donc l'idée c'était d'en mettre pour un petit peu, mais finalement il y en a qui réclament, donc on met une rustine, etc., etc. Ça c'était pour 2023. La plupart des structures avaient le droit à l'amortisseur électricité, en cas d'électricité, donc ça se demande directement auprès du fournisseur. Vous avez, je vous invite à voir les sites gouvernementaux qui reprennent un peu toutes les différentes aides. C'est parfois pas simple à comprendre. Pour ce qui nous intéresse, que 2023 est maintenant quasiment terminé, 2024, les éléments qu'on peut avoir, tout va se jouer dans le projet de loi de finances qui va arriver. Ce qu'on voit, c'est que les aides vont être drastiquement réduites, puisque le marché a aussi pas mal baissé, sans être revenu à des niveaux d'avant-crise. On reste en gaz 2 à 3 fois plus élevé qu'avant la crise, ce qui est quand même notable. Voilà, on vendait le gaz 20 € avant la crise, on le vend aujourd'hui plutôt 55-60. Donc vous voyez, il y a quand même x3. Mais les aides vont être limitées aux clients qui ont signé des contrats au plus fort de la crise, en T4 2022 principalement, et qui du coup payent encore les prix de la crise malgré la baisse des prix. Voilà, ils ont signé au plus fort, les prix ont baissé, mais ils n'en bénéficient pas, ils n'en bénéficieront qu'à l'issue de leur contrat qui parfois dure 2, 3, 4 ans. Donc des aides vont être maintenues pour ces gens-là, pour ces clients-là, à des niveaux un peu moins intéressants, mais voilà. Donc c'est les seuls qui risquent d'être maintenus. Donc ce qu'on voit, c'est l'amortisseur électricité pour ces clients-là, à un niveau voilà, avec un seuil un peu plus élevé et un pourcentage de prise en charge un peu moindre. Et éventuellement le bouclier tarifaire, l'habitat collectif pour le gaz, sans encore de certitude. Les deux sont inscrits au PLF actuellement, mais voilà, le PLF peut pas mal bouger. Et la deuxième chose qui va venir aider, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle CSPE, TICFE, donc c'est des contributions ou des taxes, si vous voulez, qui ont été ramenées à un niveau quasiment zéro, qui a priori devrait normalement se prolonger encore un an de plus. Voilà, donc, mais ça, CSPE, TICFE, etc., c'est appliqué automatiquement, il n'y a rien à faire. Pour ce qui est bouclier tarifaire, habitat collectif, auquel ont droit les EHPAD, les MAS, les femmes, etc. Et l'amortisseur électricité, c'est des demandes à faire auprès de votre fournisseur. Donc normalement, les fournisseurs communiquent assez bien là-dessus et il y a des attestations à remplir, etc. Mais elles vont être réduites. En tout cas, ça ne compensera pas intégralement. Ne vous dites pas, j'achète à n'importe quel prix, de toute façon, je serai aidé.
Aujourd'hui, si vous achetez maintenant, vous ne serez pas aidé particulièrement. Et ceux qui ont signé en 2022, ça ne compense absolument pas la hausse qu'ils ont pu subir. Donc après, derrière, c'est négociation au cas par cas avec l'ARS, etc., pour éventuellement ajuster son CPOM en fonction de ces contraintes-là. Ouais, pour avoir un fondement, mais du coup, ça voudrait dire pas de bouclier du tout pour les établissements. Alors, en tout cas, très réduit par rapport à ce qu'on a pu connaître en 2023. Ça, c'est sûr. Ah, pour Euh, 2024, mais du coup, on est d'accord que 2023, il y avait bien un bouclier qui devait oui, s'appliquer pour les établissements. oui, oui. Donc, normalement, là, on est au 30 octobre. J'espère que les établissements qui pouvaient en bénéficier ont fait les demandes. Mais donc, les EHPAD pouvaient bénéficier de l'amortisseur électricité et du bouclier tarifaire gaz élec pour l'habitat collectif. Voilà. Donc, tout ce qui était considéré D'accord. comme de l'hébergement, quand bien même c'est du médico-social du tertiaire, à partir du moment où c'est de l'hébergement, vous pouviez bénéficier de ces aides-là. Et ça se faisait via un formulaire, une attestation sur l'honneur à renvoyer à son fournisseur. Et ça apparaissait directement sur la facture. Le calcul du montant des aides, etc., est d'une complexité inouïe. Donc, n'essaye même pas d'estimer le pourcentage de prise en charge. C'est très variable et ça dépend de à combien vous avez signé. Et pour le 4G, ça change même mois par mois selon des indices assez abscons. Voilà, c'est pas du tout c'est pas du tout simple. Ouais, ouais, il y a plein de critères, même liés aussi aux ressources en fait et au chiffre d'affaires d'un établissement, mais c'est quand même parce qu'en fait il y a une problématique par rapport à ce sujet, c'est qu'en fait toute la partie électricité et gaz, on va dire, la majorité sert par exemple enfin, les gens ils sont censés être chez eux, donc la facture de gaz d'électricité ça revient aussi en grande partie, même s'il y a des espaces collectifs, à une facture individuelle, et c'est là où moi je trouve qu'il y a un sujet enfin, quelque chose de pas normal, c'est que ça veut dire que les gens qui résident dans un lieu de vie collectif médico-social, un EHPAD d'une masse, finalement, bénéficient pas ou plus du bouclier, alors que s'ils étaient dans un logement individuel chez eux, il y aurait un impact sur la facture. Alors, oui et non. Ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui nous écoutent et qui ont eu l'occasion de signer des contrats à des prix prohibitifs voient bien la différence entre leur facture en tant que particulier, où on est C'est ça? drogué à la subvention, on peut le dire, parce D'accord. que les prix qu'on payait ne reflétaient absolument pas la réalité des coûts sur les marchés. À l'inverse, donc les gros consommateurs, comme un EHPAD, qui n'avaient plus le droit au tarif réglementé de vente, ou en tout cas au bouclier qui était lié au tarif réglementé de vente, payaient plein pot. Donc effectivement, il y a une grande différence. Il y a quand même eu des aides moins fortes, donc c'est l'amortisseur électricité, le bouclier tarifaire habitat collectif, gaz, électricité, mais qui ne permettaient pas exactement de revenir au bouclier pour les particuliers qu'on a pu connaître. Donc effectivement, il y a un traitement différencié, qu'on soit résident en EHPAD ou résident en masse ou en femme. On ne voyait pas le même prix de l'énergie derrière par rapport à un particulier chez lui. Donc oui, il y avait une inégalité de traitement par rapport à ça. Après, en EHPAD, comme on ne paye pas directement les charges, j'allais dire le résident en tant que tel n'est pas lésé financièrement, c'est plutôt l'institution qui l'héberge qui, lui, Ouais. va être lésé. Donc l'enjeu, il est plutôt de bénéficier de ces aides-là quand on en a droit, et après, derrière, c'est une négociation avec l'ARS ou l'institution l'institution dont on dépend, département, ARS, etc. Enfin voilà, ça dépend Ouais, je de quelle est comprends. votre tutelle, votre organisme de tutelle, euh, pour arriver à adapter le financement à la réalité de ses coûts. Voilà. Mais oui, oui, Ok. on est drogué à la subvention en tant que particulier. Ok. Une dernière question, est-ce qu'il se peut qu'il y ait des établissements qui soient passés à côté d'un bouclier ou d'un amortisseur et qui payent vraiment plein pot? Est-ce que ça, vous l'avez vu, que ce soit par rapport à des demandes qui n'ont pas été faites ou avec Alors, un à mon fournisseur qui niveau, joue moi, pas le jeu? côté cèdre, là, donc je parle. Nous, on n'a jamais été confronté à ce cas-là. Ça fait partie, voilà, dans le côté groupement.
Nous, en fait, on pilote le contrat pour les adhérents, donc on leur envoie un budget prévisionnel. On a largement communiqué via des webinaires, des envois de mails sur les différentes attestations à remplir. Donc, on ne l'a pas vu, nous, mais effectivement, si une structure n'a pas rempli les papiers qui étaient poussés par le fournisseur, qui étaient poussés par l'ARS ou par toutes les organismes de tutelle, et qui avait un prix très élevé, il a pu passer à côté de ces aides-là. Voilà. Le fournisseur ne peut pas l'appliquer de lui-même. Il doit obtenir une attestation sur l'honneur de la part de son client avant de pouvoir appliquer ces aides-là, pour pouvoir lui-même se faire dédommager par l'État du prix de la ristourne qu'il va appliquer sur la facture. Ouais. Voilà, donc oui, c'est possible. Donc là, il faut bien avoir en tête que alors c'est dur à dire parce que on a tous vécu, enfin, en tout cas ceux qui ont eu des contrats qui prenaient fin depuis en 2022 ou 2023 ont vu des prix exploser, mais le fournisseur est plus à prendre comme un partenaire que comme celui qui va se faire, quand bien même c'est Total. Voilà, Total fourniture. Je ne parle pas de la branche qui extrait du pétrole et du gaz, qui effectivement peut faire des profits dont chacun jugera s'ils sont faraminés ou pas. Mais sur la partie fourniture, que ce soit EDF, Engie, Total ou les petits, ont vécu eux aussi des moments très difficiles, avec des prises de risques énormes, des marchés qui faisaient x4, des services clients qui ont été très largement sollicités et qui étaient même en souffrance, qui apprenaient la veille pour le lendemain la mise en place de dispositifs qu'il fallait mettre en place en une semaine, qui apprend à la galette des rois de l'Élysée que tout d'un coup, il va y avoir quelque chose pour les TPE-PME et qui s'appliquera dans les 15 jours. Voilà. Donc des choses comme ça qu'ils apprenaient par voie de presse. Donc forcément, donc c'est plus des partenaires et ils sont là pour aider. Donc il faut regarder ce qu'ils vous envoient. Ça, c'est sûr que les mails des fournisseurs, il faut les regarder. Et en tout cas, nous, côté Cèdre, c'est des vrais partenaires, notamment pour nos prises de position, nos prises de clics, etc. On est dans le même bateau, face au prix de l'énergie, pour essayer de les acheter au meilleur moment. Alors après, voilà, on peut contester le modèle de marché dans lequel on est, mais aujourd'hui, le fournisseur est un partenaire et il faut essayer de le prendre comme tel. Ok. Très bien. Eh ben, merci pour toutes ces infos. Ça éclaire pas mal. C'est vrai que c'est un sujet qui est très difficile et pour lequel encore, enfin, c'est un nouveau sujet sur lequel je trouve que les équipes de direction des EHPAD, dont c'est pas le métier, doivent encore on va dire, se former, s'adapter à tout un nouvel enjeu qui n'existait pas. Et c'est vrai que la question de la mutualisation, du coup, se pose carrément sur ce sujet-là. Donc, S'il y avait une merci. chose, voilà, s'il y avait une chose à retenir, c'est vraiment Conclure. ça. Non pas que je tiens absolument à prêcher pour notre paroisse, mais vous pourriez faire un coup tout seul, mais dans le monde Ouais. complexe et risqué qu'est l'énergie, si vous ne comprenez pas comment il fonctionne, la recommandation à avoir, c'est rejoignez des groupements qui vont gérer cette complexité-là pour vous et qui vont prendre le temps de naviguer au milieu de ces eaux troubles, qu'après, quand vous êtes public, privé, voilà, il existe pour tous des groupements qui savent faire ce genre de choses et qui ont fait leurs preuves. Ouais, c'est clair. Ok, eh ben merci, et puis peut-être à bientôt. Je vous Au remercie. revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.